Nous pouvons nous dépolluer. Ce cri du cœur, cet appel volontariste, c'est le titre du dernier livre que vient d'écrire Gilles-Éric Seralini. Bonjour, la voix est libre pour ce professeur des universités, chercheur à l'université de Caen, à l'Institut de biologie, titulaire de l'Ordre du Mérite pour l'ensemble de sa carrière, président du conseil scientifique du CRIGEN, c'est-à-dire le comité de recherche et d'information indépendante sur le génie génétique, le CRIGEN étant aux OGM ce que la CRIRAD fut à Tchernobyl, c'est-à-dire un révélateur du mensonge d'État. Bref, Gilles-Éric Seralini, vous êtes à la fois une sommité scientifique et un citoyen indépendant, ce que l'on appelle un lanceur d'alerte. C'est une espèce en voie d'apparition, en tous les cas, qui n'est pas si nombreuse. Bonjour Pierre Boucheneau. Nous ne sommes pas très nombreux, en effet, à essayer d'être proches du citoyen, mais vient de se réunir une Union of European Concerned Scientists, ça veut dire une union de scientifiques européens concernés et qui vont plutôt travailler pour les citoyens que pour les entreprises. Ah, c'est tout nouveau, ça. C'est tout nouveau, ça date de la fin de l'année 2008. Parce qu'effectivement, le pouvoir scientifique, il est aussi en partie, enfin le pouvoir sur les technosciences, est en partie à Bruxelles. Il est en partie à Bruxelles. Nous sommes maintenant 27 pays, près de 500 millions de citoyens, et nous avons un pouvoir très concentré, mais le Parlement européen est en effet proche à la fois des citoyens et des scientifiques, et nous aimerions, pour compenser l'entrée justement des entreprises dans les universités, avoir une recherche plus sociale, plus citoyenne, plus pour la dépollution que pour la pollution. Alors à propos de l'université, vous êtes à la fois donc chercheur et enseignant. Moi je croyais que enseigner c'était une punition pour les chercheurs. Enseigner, c'est une passion, un plaisir, et c'est à la fois ce qui nourrit la recherche et qui permet également à la recherche d'être nourrie. C'est la façon de partager les connaissances les plus pointues, finalement, qui essayent de découvrir le fondement de la vie, en tout cas en ce qui me concerne, et c'est très important d'être évalué aussi au niveau national et non pas comme on essaye de le faire aujourd'hui au niveau local, parce que finalement c'est donner le bâton aux petites chapelles locales, et ça c'est un gros problème. Alors à propos d'évaluation, si effectivement le seul critère c'est le nombre de publications, pour ce qui vous concerne, le problème c'est de tout lire ce que vous publiez. En tous les cas, je parle des publications pour le grand public, pas seulement des publications scientifiques. J'en ai compté 12. Et alors ce qui est pas ordinaire, c'est qu'évidemment vos publications c'est essentiellement plus ou moins autour de votre champ scientifique de prédilection, mais ce sont aussi des recueils de poèmes, de poésie, ou des anthologies poétiques. Vous n'êtes pas seulement l'œil dans le microscope, vous avez aussi le regard vers le ciel, pas les cathédrales, mais le ciel bleu. Pour un scientifique, les bouquins, pour le grand public, ça compte peu dans l'évaluation, mais c'est aussi une façon de dire nous ne pouvons pas ne pas poser notre pipette sans expliquer ce que nous faisons, notamment quand on veut travailler avec le citoyen. Et c'est vrai que au niveau de l'art et de la science, il y a le même mécanisme, c'est ça qui est formidable, le même mécanisme de la recherche. Vous savez, j'ai de grands exemples et de grands maîtres avec Heidegger, François Jacob, Miro, Pasteur, Léonard de Vinci, qui ont dit que la science, l'art, était finalement relevé du même processus de création. Et je le crois. Vous dites que vous êtes un amoureux de la pulpe de la vie. Ah oui, oui, la plus profonde pulpe de la vie, c'est-à-dire que j'ai fait ce métier parce que je voulais découvrir ce qui s'est caché au fond de la vie. C'est aussi pour ça qu'on écrit des poèmes. Et je crois qu'il y a beaucoup à découvrir, et notamment, comme on le verra, une écomédecine à développer, quelque chose qui va révolutionner notre médecine actuelle. Alors, cette pulpe de la vie, vous souhaitez aussi en réglementer les modifications, et vous êtes un expert. Alors, un expert reconnu au niveau européen. Vous avez été pendant 9 ans membre de la commission officielle du génie biomoléculaire. Du génie biomoléculaire. C'était une expérience intéressante, instructive et rude pour vous. Oui, à la fois intéressante, passionnante, mais douloureuse. Douloureuse parce qu'on voit les lobbies à l'œuvre écrasant la santé des gens. Je suis très clair et très net. Attendez, vous permettez que je surligne ce que vous venez de dire. Vous dites qu'à l'intérieur de cette commission donc du génie biomoléculaire, qui était une commission dépendant directement du ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, donc extrêmement officielle, vous dites que ce sont les lobbies qui sont à l'œuvre. Oui. Et qui écrasent, vous dites, l'être humain. Oui, oui, je le crois, et sans pour autant exagérer. C'est-à-dire que on marche la tête à l'envers. D'abord, pendant 10 ans, le seul expert qui a vraiment défendu et étudié et été payé pour, car nous étions bénévoles, finalement défendre les dossiers des industriels, était nommé avec le consentement de l'industrie.
Donc ça déjà pas de contre-expertise. Et puis il se trouve que en fait on arrive à des gens qui votent en disant mais non, c'est pas la peine de donner plus de 3 mois cet OGM à des rats. Finalement 450 millions d'Européens qui en mangent pendant leur vie entière et seulement 3 mois pour décider si ça a des effets secondaires ou pas sur la santé. Et si vous dites que on doit recommencer l'expérience, c'est irrationnel et de toute façon les OGM ne seront plus rentables, etc. Donc, franchement, c'est plus des considérations économiques que de la science réelle, à mon avis. On reviendra un peu plus tard dans le cours de notre conversation sur ce problème de l'expertise, parce qu'il est fondamental pour vous. Hein. Tout à fait. Mais pas seulement pour vous, d'ailleurs. Alors, votre optimisme naturel, hein, ce titre volontariste, nous pouvons nous dépolluer, votre optimisme fondamental, vital, c'est élan vital qui vous impulse, il s'est quand même trouvé confronté à des constatations qu'en tant qu'expert, en tant que chercheur, vous avez dû voir dans vos éprouvettes et surtout constater au niveau statistique, c'est la progression d'un certain nombre de maladies dont vous dites que leur progression est sournoise. Oui, et pas seulement la progression des maladies chez les êtres humains, bien que nous soyons en pleines épidémies de maladies chroniques de société, comme les maladies hormonales, les diabètes, les cancers, les maladies nerveuses, les maladies immunitaires, les maladies de la reproduction. Tout cela explose dans nos sociétés industrielles, les cancers augmentent chez les enfants dans tous les pays du monde industrialisé, mais ce n'est qu'une facette. Et pour autant, cela existe chez les animaux sauvages, les animaux de ferme, les animaux de laboratoire à qui on donne des polluants, les cellules. Mon travail de laboratoire tous les jours, les cellules humaines qui ressentent aussi les effets de ces polluants ou de ces produits chimiques qui sont dans l'environnement. Et puis on comprend comment ça se passe en éprouvette. Donc on a beaucoup aujourd'hui pour trancher. Oui, vous dites en effet que les polluants pourraient contaminer toutes les formes de vie et que l'air, l'eau, la terre, les aliments et nos corps eux-mêmes accumulent ces contaminants année après année. Oui. C'est ce principe de l'accumulation dans nos corps notamment, mais aussi, vous l'avez dit, dans le corps des animaux que nous mangeons. En fait, nous sommes qui pose problème. Voilà, nous sommes des filtres de robinet qui nous gorgeons de polluants et qui nous encrassons année après année, tout simplement avec plus de 100 000 substances chimiques qui ont été imaginées par l'homme depuis la Deuxième Guerre mondiale et qui ont été faites pour être ou stables ou toxiques ou les deux. Quand on fait des plastifiants, des isolants électriques, c'est pas pour qu'ils se dissolvent dans l'eau. Ça n'aurait aucun sens qu'un fil électrique se dissolve dans l'eau. Eh bien, ces PCB qui sont dans les lubrifiants, dans les produits plastiques, les phtalates, tous les plastifiants, les colles, les cires, les encres d'imprimerie, mais aussi les hydrocarbures de gaz de voiture, les pesticides, tous ces produits ont été imaginés par les chimistes pour être stables ou toxiques, et on a considéré notre environnement comme une poubelle, ce qui fait qu'il n'y a plus un humain aujourd'hui, il n'y a plus une feuille si vous sortez dehors, une feuille d'arbre, un grain de gazon, une herbe, un enfant, un animal qui soit dénué d'au moins une 50aine de polluants si on dose les 100 premiers qui sont le plus utilisés sur Terre. D'ailleurs, il y a eu une expérience, je crois, au Parlement européen. Un certain nombre de parlementaires ont fait analyser leur sang, tout simplement, et c'était assez étonnant. Venant de 27 pays, tous les humains, femmes et hommes, avaient des polluants dans leur corps, au moins la moitié de ceux qu'on dosait, car c'est très très cher de doser les 100 000, donc on va doser les 100 premiers, et il y en avait 12 à peu près de communs, dont des pesticides, des plastifiants, des retardateurs de flammes, etc., des produits qui sont faits pour finalement être comme du sable dans nos cellules et nous empêcher de fonctionner. Et c'est ça que nous comprenons pas bien, c'est que nous sommes habitués à penser que les bactéries donnent une maladie précise et elles se multiplient vite et on les dose facilement. Les polluants, c'est tout le contraire. Ils s'accumulent lentement, donc ils ont des effets à long terme, sauf si on en prend des doses extrêmement massives, ce qui arrive peu, et ils ont des effets assez généraux, pas tellement sur un organe précis, mais au contraire comme du sable qui rentre partout, ce qui fait qu'on craque par là où on est le plus fragile. Parce que vous avez une image pour expliquer ça dans votre livre, vous dites que nous sommes comme un système Internet, mais à la puissance 1 milliard, et qu'effectivement ces polluants sont du sable qui viennent gêner la transmission des informations, puisque nous sommes d'une somme d'informations, dites-vous. Nous sommes 200 000 milliards de cellules. Et si nous tenons debout ou si nous tenons assis sur ces chaises, et que nous ne sommes pas de grosses flaques par terre, c'est simple, c'est pas à cause de nos os ou de nos muscles, parce que nos muscles et notre chair doivent tenir sur nos os. C'est parce que nos cellules communiquent, exactement comme nous sommes une société humaine, parce que nous communiquons entre humains. Si nous n'avions aucune communication entre humains, nous ne saurions rien. Eh bien, cette communication, elle est altérée par les polluants qui se glissent jour après jour, car on en trouve depuis
les cellules du liquide amniotique, c'est-à-dire depuis le fœtus. On en trouve plus de 400 sur les gènes du fœtus. Vraiment, ils rentrent au cœur de la vie et ils nous empêchent de vivre normalement. Alors, ces polluants, ils rentrent d'abord par l'air. Hein. Il y a l'air, l'eau et les aliments. Hein. Dans votre livre, vous explicitez tout ça. Les grandes sources qui pénètrent notre corps. L'air, tout simplement parce que nous sommes pénétrés chaque jour par 20 mètres cubes d'air, tout simplement. Et les bébés, c'est comme s'ils avaient des pots d'échappement dans leur bouche. Vous avez remarqué que les poussettes sont au niveau des voitures, des gaz d'échappement des voitures. Et donc, la capacité respiratoire ou la capacité de santé pendant les 3 à 5 premières années de vie va influer directement sur l'espérance de vie de l'individu. Mais cela ne va se voir pour les bébés qui sont nés après la Seconde Guerre mondiale et où il y avait le plus de gaz de voiture que lorsque, évidemment, au cours de la première moitié du XXIe siècle. Donc, nous avons la capacité de santé qui se construit dans les premières années. Et après, finalement, si nous n'arrivons pas bien à nous détoxiquer, cette capacité de santé s'altère petit à petit. Et si la qualité de vie augmente, si l'espérance de vie augmente, pardon, la qualité de vie, elle, n'augmente pas parce qu'il y a de plus en plus de vie médicalisée et assistée pour nos aînés. Et d'ailleurs, vous avez un doute sur la poursuite de cette courbe ascendante vers vers des vies plus longues. Tout le monde, les experts entre guillemets, nous disent cette courbe, elle ne se terminera pas ou quasiment pas. Il y aura de plus en plus de centenaires, de gens qui iront jusqu'à 120 ans, etc. Vous n'y croyez guère pour des raisons que vous expliquez dans votre livre. Oui, c'est mathématiquement faux que de tirer un plan sur la comète et de dire que la courbe va toujours augmenter. D'ailleurs, tous les experts statistiques disent toute condition étant égale par ailleurs, l'espérance de vie augmenterait. Et ça, on oublie toujours de le dire. Or, aucune des conditions ne reste égale aujourd'hui. Nous sommes dans une situation absolument cruciale de l'humanité. C'est la première fois que nous avons autant épuisé nos ressources de vie et pollué nos ressources de vie. Et cela fait que nous sommes dans une crise environnementale, climatique et de la biodiversité, et maintenant financière. Le tout se rejoint un peu d'ailleurs, car c'est notre système économique qui se croit infini, dans un monde infini qui provoque tout cela. Eh bien, tout cela fait que aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui fait que l'espérance de vie n'augmentera pas linéairement. Alors ensuite, il y a l'eau. Et l'eau, écoutez, un bébé, un nouveau-né, il est constitué à 90% d'eau. Voilà, 98, 95 même, quand il est tout petit. Et nous sommes constitués à 70% d'eau. Une tomate, c'est 98% d'eau. Donc en fait, nos corps, c'est de l'eau organisée en cellules qui se tiennent. Et dans cette eau, il y a aussi beaucoup de polluants, notamment l'eau qui va irriguer nos légumes et nos fruits. Commençons par les nitrates, parce que je vous dis ça parce que nous sommes ici dans le bassin Loire-Bretagne et que nous connaissons un problème, mais c'est général en Europe et plus spécialement en France, et plus encore dans ce bassin quand même. Nous connaissons un énorme problème de qualité des nitrates dans l'eau, notamment dans un département comme l'Eure-et-Loire, où près de la moitié des captages sont déjà hors normes. Quel effet sur la santé? Parce qu'on a vu le professeur Lirondelle, je crois, il y a quelques années, se promener partout en disant que les nitrates c'était finalement très bon pour la santé, qu'on pouvait en boire autant qu'on voulait. Oui, alors d'abord, les nitrates sont un indicateur, c'est-à-dire que c'est le haut de l'iceberg. Quand on a des nitrates, ça veut dire qu'on a plusieurs dizaines de polluants avec. En fait, on dose régulièrement 70 polluants connus. On en a 350 au moins qui sont dans l'eau du robinet. Donc, il est clair que les nitrates sont un révélateur de tout ce qu'il y a avec, puisqu'on utilise beaucoup d'engrais, beaucoup de pesticides. Ensuite, les nitrates eux-mêmes peuvent être toxiques en étant saturés et en se transformant en nitrite. Un petit peu, ça va. Beaucoup, ça se transforme dans des molécules toxiques. Ensuite, il y a les aliments. Alors, et c'est là qu'effectivement tout se concentre. Ce qui effectivement, l'eau se concentre dans ces aliments. Si on consomme des aliments d'animaux, si on consomme de la viande tout simplement. Les aliments contiennent différentes choses, et notamment des graisses. Et c'est pour cela que dans la consommation de graisses, on voit beaucoup, par exemple, le cancer du sein qui augmente avec la consommation en graisse animale dans 130 pays du monde, statistiques INSERM. On voit beaucoup qu'aujourd'hui, pour prévenir certaines maladies cardiaques, on doit éviter les graisses. Mais c'est parce que les graisses contiennent des polluants. Voilà, alors, bon, c'est peut-être ce qu'on nous dit pas exactement, parce que il y a en ce moment une campagne de sensibilisation qui est menée par des cancérologues et qui disent, alors l'alimentation, la bonne alimentation, pour essayer de prévenir au maximum l'apparition des cancers, effectivement, il faut mieux manger des fruits, des légumes, des céréales complètes, et pas trop manger de viande. Mais on nous explique pas pourquoi. C'est pas la viande en soi qui est forcément, qui pose forcément problème. Alors,
il peut y avoir une saturation si on mange trop d'un aliment quel qu'il soit. Mais de toute façon, les graisses animales concentrent les polluants dans la chaîne alimentaire. Pourquoi ? Parce qu'il faut, il faut beaucoup d'herbes pour faire un kilo de graisse de porc ou de graisse de vache et du lait. Et donc, les polluants qui ont plutôt tendance à être insolubles, parce que sinon les chimistes les développent pas, hein, c'est le raisonnement de tout à l'heure, on ne fait pas un fil électrique qui soit soluble, on ne fait pas un plastifiant qui soit soluble, sinon ça n'a plus de sens pour la chimie lourde. Et donc, les polluants vont se concentrer en haut de la chaîne animale, et plus on va manger en haut de la chaîne animale, plus on va avoir de polluants. Autrement dit, on mange plus de pesticides en mangeant du lard de cochon qu'en mangeant des légumes et des fruits qui ont été traités. Alors, il y a aussi un problème qui est rarement étudié, c'est celui, parce qu'il est très aléatoire, hein, c'est le cocktail de ces polluants. Hein, on utilise, dans le meilleur des cas, on étudie parfois plus ou moins bien les conséquences de tel ou tel produit chimique sur la santé humaine, et encore. Mais par contre, le cocktail de ces produits, ça n'est jamais étudié, quasiment pas. C'est la grande passion de mon laboratoire, c'est d'essayer de comprendre comment les polluants agissent de concert pour et finalement inactiver une partie de nos défenses. Et il ne s'agit pas tellement des défenses immunitaires, encore qu'elles sont fragiles, mais aussi des défenses intimes de nos cellules, celles qui servent à nous détoxifier. Alors vous dites que les pesticides sont des inhibiteurs, c'est-à-dire des empêcheurs de tourner en rond pour la vie. Ce sont des tueurs d'enzymes. C'est comme ça qu'on les a sélectionnés. C'est pour tuer des plantes, pour tuer des insectes, pour tuer des champignons. On a des pesticides. Mais on nous assure que ça ne tue que ces champignons, que ces mauvaises herbes, entre guillemets, et que ça ne touche pas ni à la vie humaine, ni à la vie animale. Oui, ça c'est des hochets pour le commerce. Mais ce sont des hochets pour les commerces, que de dire ça. Oui, parce que la réalité, c'est que tout principe actif a en fait des effets secondaires. On le voit pour les médicaments. Ce sont pourtant des substances faites pour soigner. Comment voulez-vous que des substances que l'on sélectionne pour tuer des cellules qui sont des cellules certes d'insectes ou de mauvaises herbes n'aient pas des effets secondaires? C'est simplement qu'on ne fait pas d'essais cliniques avant de les mettre sur le marché, donc on les répertorie moins que pour les médicaments, c'est tout. Mais quand nous travaillons au laboratoire, nous essayons de travailler avec les 10 polluants les plus communs des eaux de rivière et des eaux de surface. Et dedans, donc, il y a les Roundup, il y a des PCB, c'est-à-dire des plastifiants, etc., des hydrocarbures, et ce que nous faisons, c'est que nous prenons ces substances à des doses au-dessous des seuils réglementaires où elles sont autorisées. Au-dessous des seuils réglementaires où elles sont autorisées. Et nous les testons sur les cellules les plus fragiles qui soient, c'est-à-dire des cellules d'embryons humains, donc nous avons des cellules de cordon ombilical et des cellules de placenta aussi, puis des cellules de foie de jeunes enfants, et nous remarquons que en cocktail, en combinaison, ces substances peuvent être 10 fois plus toxiques que prises séparément. Et donc elles n'ont pas simplement un effet additif, elles ont un effet synergique, un peu comme des fantassins et des canons et des différents types de soldats dans une armée. Ils ont un effet synergique au lieu d'avoir un effet simplement additif. Alors vous racontez dans ce livre, Nous pouvons nous dépolluer, vous racontez comment, enfin, une histoire, c'est celle d'un monsieur qui, il y a 20 ans de cela, revient d'un barbecue très sympa au bord de la mer, il revient en voiture, il grille une cigarette, etc. Et vous racontez comment, à ce moment-là, se construit, pour les 20 ans qui viennent, qui suivront, un processus cancéreux. Oui, j'ai voulu ce livre très anecdotique et en même temps plein d'espérance. Ouais. Plein d'espérance. Et on parlera de l'espérance ensuite. Mais pour avoir de l'espérance, il faut être réaliste et savoir sur quoi à quoi on a affaire. Et donc, effectivement, on programme nos maladies très tôt. D'abord au cours de la vie, les premières années de vie, et ensuite tout au long de la jeunesse, lorsqu'on a son capital de santé, on programmer en fait les futures maladies. Et cela se voit bien avec ces empêcheurs de tourner en rond, ces vaisseaux spatiaux étrangers, extracorporels comme je le dis, qui rentrent dans notre corps, qui vont s'infiltrer dans nos défenses et rester là accrochés sur nos gènes pour des années. Alors il y a le Roundup que vous avez étudié, vous avez publié tout à fait récemment, c'était en décembre dernier je crois, une étude qui a fait grand bruit, et qui démontre pour la première fois, vraiment clairement, quels sont les effets mortifères, cancérigènes, de ces Roundup, parce qu'il y en a plusieurs, sur la santé humaine. Voilà. Alors,
Ça a été publié dans une grande revue anglo-saxonne, américaine, je crois. Voilà, c'est ça. C'est une grande revue américaine, Chemical Research in Toxicology, et nous avons publié d'ailleurs dans plusieurs grandes revues américaines depuis 2005 sur ces produits. Non pas parce que j'en avais contre la firme Monsanto, qui est une firme comme une autre, sinon qu'elle regroupe 90% des biotechnologies, mais nous avons décidé de travailler sur les 10 principaux polluants des eaux de rivière et des eaux de surface. Et il se trouve que dans les composés des Roundup, il y a 2 produits qui s'appellent glyphosate et AMPA, qui sont les principaux polluants des eaux de rivière et des eaux de surface, qui peuvent aussi venir de lessive, dans le monde, de résidus de lessive, etc. Alors plus particulièrement en France, mais c'est encore plus vrai quand on cultive des OGM, car 75% des plantes alimentaires génétiquement modifiées sont faites pour pouvoir absorber du Roundup sans mourir, et donc sont cultivées en présence de Roundup. Non, mais attendez, c'est énorme, parce que, enfin, on le dit souvent, ça, mais bon, ça se dit quand même, ça se sait de plus en plus, mais quand même, c'est énorme, parce qu'en face, on nous assène quand même encore des contre-vérités du style, avec les OGM, les agriculteurs utilisent moins de pesticides. Voilà. Il y a les techniciens ou les scientistes de la publicité qui veulent parler des OGM sans jamais dire à quoi ils servent. Et la réalité, c'est que ce sont des éponges à Roundup pour les 3/4 des OGM. Et l'essentiel des OGM qu'on importe, c'est du soja au Roundup. C'est-à-dire que l'agriculteur peut balancer autant d'herbicides qu'il veut. Voilà. Ça ne tuera pas sa plante, la plante qu'il veut cultiver. Voilà. Ça assurera ce qu'on appelle les mauvaises herbes. Mais ça a des effets que vous venez donc d'étudier et dont le résultat vient d'être publié. Revenons à ces résultats. Alors, ces résultats montrent que, à des doses qui sont autorisées dans les OGM, c'est-à-dire inférieures à 400 parties par million, c'est infinitésimal, on est de l'ordre de 1 à 40, on a des suicides programmés des cellules d'embryons. Et pour la première fois, on a montré que c'était des suicides programmés de cellules d'embryons, c'est-à-dire les cellules engramment le produit et commencent en quelque sorte ça modifient leur programme informatique, si vous voulez, de développement, et elles vont avoir tendance à se suicider au premier stress qui va venir. Et donc, au lieu de réagir. Et ça va les intoxiquer de plusieurs manières. Ça va rompre leur membrane, abîmer leur noyau, et faire toutes sortes de choses, y compris avoir des effets hormonaux à des doses plus basses. Donc, nous montrons que ce produit, c'est en combinaison, parce qu'en fait, c'est une combinaison, ça mélange ce produit, le Roundup. C'est un mélange de détergent plus un herbicide. Et c'est l'herbicide tout seul qui a été évalué par la Commission européenne pendant 2 années. Et donc ça, c'est complètement normal. Nous montrons les lacunes de la législation. C'est ce qui fait que on a l'air d'être du poil à gratter, parce que les collègues qui ont autorisé, notamment à la direction de l'INRA, etc., qui ont dit, oui, c'est bien ce produit tel que, évidemment, si nous disons qu'il a mal été évalué, on les met en cause. Oui, parce qu'il y a encore quelques années, le Roundup, c'était quasiment un herbicide quasiment presque biologique. Il avait cette publicité. Il faut dire que la firme Monsanto était spécialiste en faisant dire que les composés qu'elle a commercialisés, le composé orange ou d'autres, étaient inoffensifs. Le composé orange, vous parlez de l'agent orange qui était utilisé au Vietnam comme défoliant ? Voilà, c'est ça. Elle a revendiqué l'inoffensivité des PCB aussi qu'elle a commercialisé, etc. C'est un grand chimiste du monde et elle a toujours dit que ces produits étaient inoffensifs. Et donc vous êtes attaqué, là, mine de rien, quand même, à des maîtres du monde avec la personne de la firme Monsanto. Moi, je fais mon travail de chercheur. Je regarde les produits les plus polluants et quels effets ils ont sur la santé. C'est le but de la recherche scientifique. Ce qui me marque, c'est que la façon dont Monsanto a réagi dans un communiqué de presse, c'était que je détournais le produit de son usage si je l'utilisais sur des cellules humaines à des doses infinitésimales. Ce qui montre, ce qui prouve et ce qui signe qu'ils n'ont même pas eu l'idée de faire ce type de test avant de le commercialiser. Et c'est ça que je trouve anormal. Parce que ce produit, ce Roundup, il se retrouve ensuite dans la structure de la plante ? Il se retrouve bien sûr dans les plantes, notamment dans les plantes OGM. Il se retrouve dans le sol, dans l'eau d'irrigation à moindre dose, à des doses où il ne va pas tuer nos plantes, mais où il va effectivement être un des composés de notre environnement. Donc nous en absorbons tous. Nous en absorbons dans les eaux de rivière et les eaux de surface si nous avons ces eaux-là. Nous en absorbons si nous mangeons des OGM. Nous en avons dans notre entourage, etc. Donc bien sûr, l'agriculteur, le premier, avec sa famille, est exposé à des doses qui sont 100 000 fois plus fortes quand il va commencer à diluer le produit. Quand quelqu'un va acheter à la jardinerie le produit, et j'espère qu'un jour ces produits seront interdits parce que tels que ils sont effectivement mal évalués sur la santé, on est exposé à 100 000 fois la dose et on a l'impression que c'est du thé quasiment et on l'utilise sans gants, sans masque, alors que ça devrait être le cas.
Qu'est-ce que vous en extrapolez pour la santé humaine de cette étude en laboratoire menée donc sur des cellules d'embryons? Alors c'est toujours difficile, mais déjà il y a des études épidémiologiques qui montraient que les femmes enceintes avaient des difficultés de mener leur grossesse à terme, des problèmes de gestation, de fausses couches, etc. Si elles utilisaient des herbicides à base de ce produit. Maintenant, ce qui est clair, c'est que ce type de mécanisme va conduire à des maladies à long terme. Alors, on ne peut pas exactement prédire lesquelles, puisque c'est comme du sable dans les communications de nos cellules et ça les déprogramme. Mais on peut savoir que toutes les maladies de la déprogrammation sont les cancers, les maladies nerveuses, de la reproduction, etc., que j'ai citées. La maladie de Parkinson, par exemple? Alors, ça a été admis, peut-être pas pour le Roundup, mais pour d'autres pesticides, que, évidemment, nous avons, ça a été admis en procès, mais évidemment, nous avons deux grands systèmes de communication. Le système nerveux qui est électrique et le système chimique qui est hormonal. Mais ce sont les deux attaqués par ce qui empêche la communication. Gilles-Éric Serralini, on se retrouve dans quelques minutes après un peu de pub et le flash d'information. À tout de suite. Nous pouvons nous dépolluer, c'est le cri du cœur, le cri volontariste que pousse Gilles-Éric Serralini, qui est professeur et chercheur à l'Institut de biologie de l'Université de Caen. Je signale d'ailleurs que votre livre est publié aux éditions Lyon, qu'on le trouve un peu partout dans les bonnes librairies. Et nous parlions de l'étude que votre laboratoire, dont vous êtes donc le directeur, vient de mener, dont les résultats ont été publiés dans une très grande revue américaine en décembre dernier, à propos des Roundup. Vous nous avez dit qu'effectivement vous aviez mis en évidence les effets extrêmement toxiques pour la santé humaine. Ce qui m'étonne, c'est que ces études n'aient pas été faites avant, quand même. Comment se passent ces expertises en France? Il se trouve qu'en France et dans le monde, les pesticides sont très mal évalués sur la santé. On ne les étudie jamais en combinaison. Et il y a une grande lacune qu'a reconnu le commissaire européen à l'agriculture, c'est que les effets des mélanges ne sont pas évalués. Et en particulier, tous les herbicides qui sont dans les bouteilles, dans les magasins, dans les jardineries ou pour les agriculteurs sont déjà des mélanges, parce qu'on met dedans des détergents. Et nous montrons que cette combinaison de produits a un effet multiplicatif sur la toxicité programmée des cellules, c'est-à-dire ça la programme à long terme, et c'est cela finalement qui est mis en évidence sur les cellules d'embryon. Oh, je vous répète ma question, c'est extrêmement surprenant. Pourquoi d'autres avant vous n'ont pas songé à faire ce type d'expérience? Ça fait quand même 30 ans que le Roundup est sur le marché au minimum. Il en va pour les pesticides comme pour les médicaments, comme pour les OGM, c'est-à-dire que l'essentiel des expériences qui sont faites avant la mise sur le marché sont fournies par l'entreprise qui fabrique le produit. Et c'est donc, on est au Moyen-Âge de la science, parce que vous imaginez que tous ces produits sont surtout évalués par ceux qui les mettent sur le marché, et ils disent même détourner le produit de son usage si on l'essaye sur des cellules humaines. Donc, on n'est pas dans un monde moderne où il y aurait réellement de la contre-expertise. C'est inquiétant parce que l'AFSA, qui est l'autorité officielle qui concerne l'alimentation et la santé humaine, en France, l'AFSA vient de publier un avis, enfin non, elle vient de le publier, elle vient de se débrouiller pour que ça se sache, cet avis répétant une nouvelle fois que les OGM ne posent aucun problème pour la santé humaine. Comment ça se passe, une évaluation par l'AFSA? Et je rappelle que vous avez été pendant 9 ans expert au sein de la commission du génie biomoléculaire. Il y a un petit noyau de personnes qui dit qu'il a toujours raison, en gros. C'est un avis assez creux de 11 pages qui ne reprend aucune nouvelle expérience et qui dit que 3 mois d'études des OGM sur les rats, ça suffit. En gros. De qui est composé cet AFSA? Qui s'autorise à faire ça, enfin à penser ainsi? En fait, en théorie, les experts sont indépendants. Mais dans la pratique, ils ont une grande condescendance pour les biotechnologies, car depuis 15 ans, les entreprises ont finalement beaucoup travaillé avec les universités et surtout les grands organismes de recherche comme l'INSERM, le CNRS, l'INRA, etc., pour dire, eh bien, essayons de travailler ensemble pour le développement des biotechnologies. Et donc, quand un nouveau ministre arrive, il prend finalement dans ces laboratoires qui ont été démarchés par les industriels pour des contrats de recherche, pour des bourses pour étudiants, pour payer tel ou tel gros appareil ou tel colloque, il prend des gens là, et ces gens ont un souci, c'est que les biotechnologies se développent.
Et donc, finalement, quid de la santé du citoyen à long terme? C'est le parent pauvre des préoccupations. D'ailleurs, la preuve en est qu'aujourd'hui, à l'heure que nous nous parlons, eh bien, dans l'ensemble des pays du monde qui ont autorisé des OGM ou des pesticides, aucun n'a demandé des tests de 2 ans, soit des produits tels qu'ils se présentent sur le marché, soit en donnant à manger à des rats. Vous imaginez que si aucun pays du monde n'a exigé plus de 3 mois de tests sur les rats pour tous les OGM que nous mangeons pendant la vie entière, on se fiche de nous, en fait, et on prend nos enfants pour des rats de laboratoire, d'autant que les premiers signes de toxicité sont là. Je voudrais quand même savoir comment ça s'est passé pour vous quand vous étiez dans cette commission donc officielle d'évaluation génie biomoléculaire pendant les 9 ans où vous étiez dans cette commission. Comment concrètement ça se passait? Vous étiez toujours en minorité, vous. En fait, d'ailleurs. Quelquefois non. Il y a quand même eu pas mal d'OGM qui n'ont pas été autorisés. Mais comment ça se passait? Enfin, vous pouvez nous en parler maintenant. Les délibérations, les conversations. Il y avait, je sais pas, il y avait conflit. J'avais beaucoup de collègues, notamment collègues de l'ancien président de la commission qui s'était disputé avec Corinne Lepage ou qui avait donné sa démission, Axel Kahn, et on avait ses successeurs et les gens qui avaient travaillé avec lui qui me disaient dans les couloirs, écoutez Seralini, vous avez raison, mais ça va affoler les gens, puis de toute façon les gens fument et boivent, alors qu'est-ce que vous voulez, un peu plus, un peu moins de pesticides, c'est pas grave. Voilà le type de raisonnement auquel j'avais affaire. Et quand je leur disais, écoutez, c'est pas sérieux que vous votiez pour qu'on ne recommence pas ces expériences qui montrent les premiers signes de toxicité au bout de 3 mois, et vous pensez bien que 3 mois c'est pas suffisant pour voir ce qui va se passer. Ils me disaient mais oui, mais alors à ce moment-là c'est très cher et les biotechnologies ne seront plus rentables ou des choses comme ça. Et ça ils le disaient en off. Et puis devant les caméras ou devant les journalistes ils disaient toujours c'est évaluer le mieux que l'on sache faire au monde et tout est parfait et les autres sont irrationnels, etc. sans aller jamais dans les détails. Et aujourd'hui ce que nous exigeons c'est la transparence, parce que je vous dis que si un jour on révèle toutes ces analyses de sang que ces messieurs dames ont couvert de leur aura en disant qu'il n'y avait aucun problème, eh bien là, peut-être qu'un jour, il y aura des procès et des problèmes. Ça rappelle d'autres histoires, hein? Ça rappelle d'autres histoires et on tourne en rond avec ce genre de personnes qui évaluent surtout à court terme et qui veut faire croire que tout est fait pour le meilleur des mondes. Bon, allez, maintenant on va passer maintenant cette phase de dénonciation. C'est très important parce que je voudrais dire que les experts ont dans leurs mains le nœud du système. Souvent, on dit « Ah, mais tel ou tel ministre a autorisé telle ou telle chose ». Aucun ministre ne saurait autoriser un produit sans un avis positif d'un comité d'experts. Et les comités d'experts font ça dans l'absence de transparence la plus totale. D'ailleurs, les données sont classées confidentielles. Vous imaginez un avis de l'AFSA qui lui-même est secret sur des données confidentielles. Enfin, c'est ridicule. Eh bien, ces données, les experts disent c'est bon ou pas au ministre, sans que le ministre ait les moyens ni l'information de rentrer dans le détail des choses. Donc, les experts ont tout en main, et je pense que les experts sont au nœud des crises sociales. Ces experts, ils montent un peu en ce moment au créneau. Hein. On a pu lire récemment un éditorial, ça n'est pas d'un expert, mais d'un journaliste qui relayait un peu cette position d'un certain nombre d'experts dans le journal Le Monde, hein, qui disait grosso modo, bon, le principe de précaution, ça commence à faire, quoi. Hein. Notamment à propos des OGM, ça devient le principe d'anxiété. Sous-entendu, allez, un peu d'audace, quoi. L'espèce humaine a toujours progressé par bond, en se mettant en danger, mais on est encore là, il faut continuer. Oui, tout ça, ce sont des mots, des mots et des mots. En fait, il faut dire de quoi l'on parle. Et on parle d'analyse de sang. Les meilleurs tests qui aient jamais été faits, ce sont des petits rats. Vous savez, même pour les OGM, pour les pesticides ou les médicaments, les rats sont le seul modèle de laboratoire qui permettent d'anticiper avant les tests cliniques. Des petits rats qui en ont mangé pendant 3 mois. Et on a vu des effets sur le foie, les reins, c'est-à-dire que même la société Monsanto admet qu'il y a des effets significatifs entre les rats qui en ont mangé et les rats qui n'en ont pas mangé. Vous parlez d'un OGM particulier, hein? Mais pas vraiment, parce que en fait, ils ont tous, comme les pesticides, des effets de ce type. Et ces effets ne sont pas très grands au bout de 3 mois. Enfin, ça peut être quand même, pour un OGM particulier, 40% d'augmentation du taux de graisse dans le sang, 10% d'augmentation du taux de sucre, augmentation du poids du foie, ce n'est pas rien. Tout le monde admet que les effets sont là. Mais on dit, ah mais ce n'est pas grave, et Monsanto l'a publié, parce que ça n'est pas la même chose chez les mâles et chez les femelles, ou parce que ce n'est pas proportionnel aux doses. C'est-à-dire que tout le monde croit, dans son lit ou devant sa table de repas, que tout le monde veille, les experts veillent. Et dormez tranquille, braves gens, voilà. Les experts veillent. Et que s'il y a le moindre effet, on interdirait le produit. C'est pas du tout ça.
Ils ont construit ensemble les critères à partir desquels on commence à s'inquiéter. Et on commence à s'inquiéter seulement si les effets sont exactement les mêmes chez les mâles et chez les femelles, ou proportionnels aux deux doses qu'ils choisissent, ou alors si tous les paramètres se dérèglent en même temps. Mais sinon, c'est-à-dire un niveau très élevé d'alerte. Voilà, c'est ce que vous nous dites. Voilà. Hein. Et sinon, alors la vie en ne fait, fonctionne pas comme ça. Il ne demande pas de recommencer l'étude et il ne demande pas de prolonger l'étude. Eh bien, je dis tout simplement, c'est un scandale. Bon, il nous reste 5 minutes. Gilles-Éric Serralini, d'émission. Vous dites dans votre livre, c'est son titre, « Nous pouvons nous dépolluer ». Et là, vous dites d'abord qu'il faut essayer de prévenir la pollution, bien entendu, mais qu'ensuite, tout de même, il existe des pistes pour se détoxifier, alors détoxifier les milieux et les organismes vivants, y compris les corps humains. Expliquez-nous. Alors, nous avons une médecine aujourd'hui qui est très centrée, vous l'avez remarqué, sur la lutte contre les microbes, la chirurgie. Et maintenant, c'est la médecine pasteurienne. Un grand progrès dans l'histoire de l'humanité. Ce qui nous a donné cette espérance de vie, finalement. C'est de lutter contre les microbes dans les pays industrialisés, civilisés, etc. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nouvelles maladies qui sont les maladies chroniques de société et qui sont dues, dans beaucoup de cas, à des polluants. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, car quand on dit ne mangez pas telle ou telle chose, respirez au moment où il n'y a pas trop de pollution, etc., c'est ça finalement. Et donc, nous 80% de ces maladies, c'est-à-dire notamment les cancers, maladies dégénératives, nerveuses, etc., sont dues à l'environnement, dites-vous. Alors, dès qu'on rentre dans les pourcentages exacts, on rentre dans les polémiques, parce qu'évidemment, il faudrait des études épidémiologiques poussées pour le savoir, et ça dépend du nombre de cercueils. Mais ce qu'on sait, c'est que on ne compte pas les polluants dans la morgue des hôpitaux, dans les gens, et on sait aussi que seulement 2 à 5%, par exemple, des cancers du sein sont d'origine génétique. Donc, il y a quand même le reste, et comme on ne connaît pas de virus ou de bactéries qui le donnent, il y a quand même beaucoup les produits. Il y a aussi des origines quand même alimentaires. Bon, l'alcool, le tabac, ça, on sait que ce sont des polluants, entre guillemets, qui sont effectivement, qui ont une incidence massive. Mais il y a tout le reste, les produits chimiques que l'on respire, voilà, que l'on boit, sans boire d'alcool pour autant, etc. Et donc, détoxifier comment? Oui. Eh bien, détoxifier, c'est stimuler le système qui est le système éboueur de nos cellules, que l'on découvre, qui n'est pas du tout le système immunitaire avec des antigènes, des anticorps dont on entend parler pour les allergies, etc., et qu'on essaye de stimuler par ailleurs pour les gros microbes, mais c'est un système qui va purifier des choses qui sont des millions de fois plus petits, qui sont les polluants, et qui va aller les chercher à la petite cuillère, au fond de nos gènes, au fond de nos cellules. Ce sont des éboueurs de nos cellules. Et il y a plus de 480 gènes qui codent pour ces enzymes-là, qui sont responsables de ces enzymes. Et ces gènes, on va les stimuler avec des mélanges de plantes, notamment. Alors, attendez, parce que là, voilà, avant que vous arriviez à vos mélanges de plantes, bon, ce que vous nous dites est extrêmement high-tech. Donc, on s'imagine qu'effectivement, il s'agit de manipulation en laboratoire pour obtenir ces médicaments. Non. Or, en fait, vous dites, et paf, non, des mélanges de plantes. Bon, oui, parce que vous faites l'herboriste tout d'un coup. Il y a des formes de vie qui ont imaginé, des millions d'années avant nous, comment se dépolluer des substances exogènes, des substances étrangères. Et le secret, je rappelle que vous êtes professeur de microbiologie, hein. De biologie moléculaire. Et donc, ces substances agissent de combinaison. C'est toujours pareil. C'est mieux quand on a une armée diversifiée d'agents. Ces substances agissent en combinaison pour stimuler des gènes éboueurs de nos cellules. Donc, il vaut mieux des mélanges d'extraits de plantes qu'une molécule qui serait isolée de manière artificielle. On redécouvre que ça n'est pas un agent dans un mélange qui est le plus actif, mais une série d'agents qui agissent de concert sur un système. Alors, tout de suite, les gens téléphonent, ils nous disent, attendez, mais de quelle plante s'agit-il? Est-ce qu'on peut acheter telle et telle tisane en pharmacie, chez l'herboriste, dans la grande surface? C'est pas exactement ça quand même. Pour l'instant, vous en êtes à l'étude de pistes. Alors, il y a quand même 5 médicaments qui sont sortis en pharmacie en 2008, qui sont issus en particulier des travaux d'une compagnie qui s'appelle, je ne sais pas si on peut la nommer, mais c'est Seven Pharma, et qui utilise des plantes biologiques. Mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, nous en sommes aux prémices des connaissances dans ce domaine. Ce que j'explique dans mon livre, c'est que nous sommes un peu comme on était au Moyen-Âge devant les antiseptiques. Et chacun y allait de sa recette avec la consoude, le haricot, le kiwi, enfin voilà, chacun a sa recette. Et nous essayons de trouver les mélanges, mais qui vont
effectivement stimuler des gènes précis dans l'organisme qui sont les éboueurs de nos cellules. Et ça existe, c'est ça qui est fantastique. Cela dit, vous ne prétendez pas qu'ici, vous allez, avec du jus de réglisse, guérir des cancers très avancés. C'est pas votre dialectique, hein? Non, non, pas du tout. Ah. Ce qui est clair, c'est que nous avons un système immunitaire dans nos cellules, un système de défense, comme on l'appelle, dans nos cellules, qu'on découvre de mieux en mieux depuis les années 2000 et qu'on ne connaissait pas avant, et que nous nous étions centrés sur le système de défense dans notre sang, mais que dans nos cellules, il y a des pompes à sortir les polluants. Et c'est ça qu'il va falloir apprendre dans l'écomédecine du XXIe siècle, à travailler pour se sortir des maladies d'origine chimique qui nous empoisonnent. Dans votre laboratoire, actuellement, vous travaillez sur une piste particulière? Oui, nous travaillons sur des mélanges, effectivement, de plantes qui sont mis au point par des médecins qui travaillent avec des patients, et nous les testons sur les cellules pour voir comment elles détoxifient, notamment le Roundup, mais aussi les 10 principaux polluants qui sont dans les eaux de surface. Et alors? Et alors nous trouvons en tout cas des moyens de prévention et des moyens de stimuler le système justement de régénération des cellules. Et ces mélanges de plantes existent pour différents organes, elles sont différentes. Mise sur le marché de ces futurs médicaments? Alors il y en a 5 qui ont été mis sur le marché en 2008, et j'espère que nous comprendrons de mieux en mieux dans les années qui viennent pour que cela se généralise pour l'écomédecine. Gilles-Éric Serralini, merci infiniment. Je rappelle que votre livre s'appelle « Nous pouvons nous dépolluer », c'est aux éditions Lyon. Et c'est en vente dans toutes les bonnes librairies. Merci à vous d'être venu jusqu'ici. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous d'avoir suivi cette émission. Très bon après-midi. Au revoir.